Mais depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire d'amour est clean, le meilleur et le pire. Bengue Bakala est ça la solution. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Il y a quelques semaines, quelques jours avant les élections présidentielles au Cameroun, tu avais rendu public cette lettre qui a été publiée dans pas mal de journaux et aussi sur JMTV+. La lettre est intitulée « Lettre de Charles Onana aux dirigeants camerounais et aux responsables de l'opposition ». Pourquoi as-tu eu envie d'écrire cette lettre que vous pouvez retrouver sur JMTV+, News, sur le site de JMTV+? J'ai pris la décision d'écrire cette lettre parce que je me suis rendu compte que mon pays natal était exposé à un niveau de tension tel que les gens commençaient à devenir déraisonnables. Quand je dis déraisonnables, c'est-à-dire que les gens ne se rendaient pas compte qu'on est dans un pays qui est en crise de façon générale, qu'il y a d'un côté une partie de nos compatriotes qui réclament beaucoup de choses, je parle de la région anglophone, qui ont même pris, dont certains ont même pris les armes là-bas, pour se détacher du reste du pays. Et j'avais l'impression que ce qu'ils disaient n'était pas suffisamment entendu ou écouté, tout simplement. J'ai observé également que la campagne présidentielle qui a eu lieu dans ce pays a été la première campagne où, après celle qui avait connu John Fundi, je crois que c'était en 1992, je pense que c'est la deuxième campagne qui a été une campagne de secousse sismique par rapport au régime en place. Donc, j'ai pensé que l'opposition avait absolument envie d'obtenir l'alternance maintenant, et que le pouvoir politique ne voulait pas du tout lâcher prise, hein, qu'il y ait alternance maintenant. Donc, les deux positions se sont crispées, et la crispation de ces deux positions avait entre eux le peuple camerounais. C'est-à-dire, de la victoire ou de la défaite de l'opposition, de la victoire ou de la défaite du régime, le peuple allait soit sortir gagnant, soit sortir perdant, selon la façon dont les choses allaient se passer. Donc j'ai pris ma décision du fait que j'ai beaucoup travaillé sur des conflits armés et sur des pays qui ont sombré, pour le cas, pour quelques exemples, dans le chaos, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Soudan, la République démocratique du Congo. Je me suis dit que non, mon pays natal ne doit pas en arriver là. Et puis surtout, j'ai connu la souffrance des Rwandais, des Congolais, des Ivoiriens. Il y en avait qui pleuraient dans mes bras quand j'ai publié les livres. Des parents qui avaient définitivement perdu leur pays, leur village. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que chez nous les gens sont conscients de ce que ça veut dire quand votre pays est abîmé? Et je me suis dit, c'est le moment de prendre mes responsabilités. En tant que chercheur et écrivain. Que tu avais rarement écrit sur ton pays avant cette lettre. Hein? Non, non, d'ailleurs, parfois certains ont essayé de me le faire remarquer, oui, notamment Olivier Dosso, qui est à Bruxelles, t'a fait ce reproche-là un jour. Oui, oui, mais je trouve que c'est pas tout à fait correct. Pour deux raisons.
La première raison, c'est que je n'interdis à aucun Africain d'écrire sur le Cameroun. Oui. Je serais ravi que d'autres Africains écrivent sur le Cameroun avec la même rigueur, le même enthousiasme, la même passion et la même détermination, et en prenant les risques, comme je le fais pour leur pays. Ou d'autres pays. Parce que les autres pays, je prends des risques. On peut considérer que ce sont des risques inutiles. Et ça ne me rapporte rien, absolument rien d'aller prendre un risque sur la crise ivoirienne, sur le Rwanda, sur le Congo. Ça ne me rapporte rien, ni financièrement. Oui, beaucoup d'ennuis. Ça, vous pouvez être sûr que beaucoup d'ennuis. Ça, c'est sûr. Donc, je n'ai pas la prétention d'être un Zorro du continent africain en matière de recherche. Non. Si les Africains travaillaient sur le Cameroun comme je le fais pour les autres, mais je serais ravi. D'abord, on serait nombreux. On serait nombreux à travailler. Et puis, le panafricanisme se porterait très bien. Très bien. Bon, la deuxième raison, c'est que on n'est jamais prophète chez soi. Malheureusement, non. Bon. Si j'écris sur le Cameroun, les Camerounais du Cameroun vont dire de quoi ils parlent. Il ne vit pas ici. Il ne vit pas ici, il ne sait rien des réalités. Ce sont les gens de là-bas. Bon, ok, je me tais. Même si je peux avoir des choses intéressantes à dire. Et ceux qui sont ici vont dire, ah, lui il écrit sur le Cameroun alors que lui il vit à l'étranger, il n'est pas confronté aux réalités. Bon. Comme si tu n'avais pas de famille confrontée aux réalités. Bon. Alors, à un moment donné, je leur laisse donc avec leur affaire, et j'ai dit, travaillez donc pour éclairer les gens sur la situation. Mais cette situation de rejet, de sa diaspora par le Cameroun, c'est embêtant ça, non? Comment peut-on se couper de son enfant parce qu'il ne vit plus dans la maison? Tu es parti de la maison de tes parents, tu restes leur enfant. Oui, bien entendu. Mais vous savez, c'est une vieille affaire qui est purement politique. Hein? Parce que moi, j'ai eu la chance de commencer à sortir du Cameroun à l'époque d'Ahidjo. C'était exceptionnel à l'époque d'Ahidjo de sortir du Cameroun. On ne sortait pas du Cameroun. Quand on sortait du Cameroun, on vous soupçonnait d'être opposant politique. Bon, donc les Camerounais ont un peu intériorisé, en tout cas, certains Camerounais ont intériorisé cette situation. Et puis, il faut dire que ceux qui ont commencé à sortir après et qui sont restés longtemps, je ne parle pas de ceux qui ont échoué à l'étranger, mais ceux qui ont réussi à l'étranger professionnellement, qui sont compétents, qui sont excellents, et il y en a beaucoup dans tous les pays du monde, ceux-là sont regardés avec méfiance, mais le rejet dont ils peuvent être l'objet est incroyable. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sur place, qui sont foncièrement incompétents, et tiennent les rênes du pays, ne veulent pas que ces gens-là viennent. Parce que dans leur discours, c'est que on va prendre leur place. Mais ils ne se posent jamais la question de savoir si tu avais vraiment envie de prendre leur place. Est-ce que tu serais resté à l'extérieur? Est-ce que tu serais resté là à l'extérieur? Parce que le match ici, la compétition à l'extérieur, mais c'est 20 fois plus rude. 20 fois plus. Parce que vous devez d'abord démontrer aux Occidentaux que vous êtes capables. Et faire la compétition avec les Occidentaux, ce n'est pas donné à tout le monde. Donné du tout. Et puis la deuxième chose, c'est que vous devez montrer que vous n'avez pas oublié d'où vous venez. On vous le rappelle d'ailleurs toutes les 2 secondes. Alors, quand vous ne le faites pas, on vous le rappelle. On vous dit, ah, vous êtes allé là-bas, vous n'êtes plus africain. On voit comment vous habillez, comment vous marchez, comment vous mangez, etc. Vous n'êtes plus africain. Vous n'êtes plus africain. Et avec un peu de cynisme, ceux qui ne veulent pas vous voir retourner dans votre pays, vous disent, oh, fiston, on a besoin des gens comme vous. Quand ils se rendent compte qu'ici vous êtes respectés, etc. Ils disent, ah, mais c'est de vous dont on a besoin au pays. Alors que c'est les premiers qui, le jour qu'ils apprennent que vous êtes arrivé à l'aéroport, ils disent que celui-là, il faut lui créer des difficultés. Et pourquoi il faut vous créer des difficultés? Parce que
vous voulez venir montrer que vous voulez montrer que vous êtes là-bas. Vous êtes quoi? Vous êtes là-bas. Bon, alors, comme je n'ai pas envie de me retrouver à patauger dans ces histoires-là, à ce niveau-là, mais je ne me mêle pas, tout simplement. Dernière question concernant cette lettre, intitulée Lettre de Charles Onal aux dirigeants camerounais et aux responsables de l'opposition. Vers quoi s'achemine-t-on au Cameroun, pour toi? Il faut dire, nous sommes le 27 novembre, donc cela fait déjà un peu plus d'un mois que M. Biya a prêté serment pour un énième mandat de 7 ans, je ne sais même plus combien, et l'opposition crie toujours non au hold-up, la rue gronde, même si on ne peut pas manifester au Cameroun, c'est parce qu'il y a de l'armée versée partout, selon ce qu'on nous rapporte et les images qu'on nous envoie. Vers quoi s'achemine-t-on pour toi? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas vers quoi on s'achemine, mais ma lettre avait pour but 3 choses. Éviter que le pays soit définitivement amputé, parce qu'en ayant travaillé sur le Soudan, je m'étais rendu compte que les Soudanais qui ont amputé leur territoire, je parle des Soudanais du Sud, ils n'avaient pas compris que ceux qui les avaient encouragés à obtenir cette amputation allaient tirer les ficelles. Ceux qui les avaient encouragés? Oui. Ceux-là basés hors d'Afrique, bien entendu. Basés hors d'Afrique, et aussi parmi eux, Soudanais du Sud, qui pensaient que... Parce que je ne considère pas les Soudanais du Sud comme n'étant pas responsables de la partition. John Garang est donc responsable? Non. Alors ça, c'est la chose la plus intéressante. John Garang, après les années de combat qu'il a mené contre le gouvernement de Khartoum, a toujours demandé une large autonomie et jamais la partition. Ah, ça, il était important de faire cet éclaircissement-là. John Garang n'a jamais voulu... Il n'a jamais voulu que le Soudan soit coupé en deux. Ses héritiers ont obtenu ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Sud-Soudan, c'est quoi? C'est une zone de guerre permanente entre tribus. Interminable. Pas d'infrastructure, vous n'avez rien. Vous voyez la difficulté qu'on a à gérer des États qui ont été créés dans les années 60? Vous voyez jusqu'à aujourd'hui la difficulté qu'on a à gérer ces États? Quand vous créez un État en 2003, 2004, comment vous allez le gérer? C'est quoi les infrastructures? C'est quoi, combien de temps il faut pour former des cadres supérieurs d'un pays? Même les gens qui ont obtenu les bourses à notre époque, beaucoup ne participent pas à l'encadrement du pays. D'autres participent à l'encadrement du pays, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc, les Sud-Soudanais se sont retrouvés avec un pays fragmenté. Aujourd'hui, personne ne s'intéresse aux milliers de morts du Sud-Soudan. La deuxième chose, c'est que je ne voulais pas que mon pays ressemble au Rwanda. C'est-à-dire avoir des gens qui se battent pour des raisons politiques et ethniques en même temps. Avec plus de 200 ethnies comme nous avons au Cameroun, si on commence à se battre sur les ethnies, on n'en finira pas. Même si nous avons des siècles et des siècles et des siècles, on ne finira pas de nous battre. Donc j'ai considéré que on était en train de descendre un peu trop bas. Et pour avoir vécu la souffrance des Hutus et des Tutsis au Rwanda, je me suis dit qu'il est sage, il serait sage pour les Camerounais d'apprendre des souffrances des autres pour s'en préserver. Quel est l'intérêt pour vous dans la vie de connaître une expérience si elle ne vous enrichit pas? Et le dernier point, c'est que après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, la guerre qui est née dans cette histoire du conflit politique entre la rébellion et le pouvoir de Gbagbo a créé de telles blessures profondes, de telles souffrances que les gens qui vivaient ensemble avant
ont du mal aujourd'hui à revivre ensemble. Je me suis dit, mais est-ce que c'est ça que les Camerounais veulent? Mais pour ma petite contribution, d'avoir connu ces expériences-là, j'ai voulu les partager avec les Camerounais pour dire, attention, ne commettez pas une erreur en prenant à la légère tout ce qui se passe, parce que demain vous allez le regretter. Et quand vous le regretterez, il n'y aura plus personne pour vous aider. C'était pour éviter tout simplement que mon pays sombre définitivement. Je vois des gens sur Facebook d'ailleurs, je vais lancer un appel à Mbarga. Mon cher frère, tu es mon frère de Yaoundé. Tu es le bienvenu sur JMTV Plus pour t'exprimer. Ce que ta soeur, ce que notre soeur de Belgique te dit, on va prendre les couteaux, on va faire ceci, c'est des conneries. Des vraies conneries. Vous êtes les bienvenus tous les deux sur JMTV Plus. Vous êtes Ewondo, je suis Bamileke, nous sommes tous du même pays. Donc venez ici, on va parler, on va manger ensemble. Je ne comprends pas votre division là, on ne prendra pas de machette. Voilà, c'est mon petit coup de gueule à quelques personnes qui piègent sur la toile là.